Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence donc, à cette présentation du nouveau livre de l'Institut La Boétie, Nouveau Peuple, Nouvelle Gauche. Juste très rapidement faire une introduction avant de laisser la place au dialogue entre nos intervenants. Donc déjà un remerciement aux équipes militantes qui ont permis cet événement, avec des remerciements très particuliers pour Gaëlle qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui mais qui a fait le lien avec l'Institut La Boétie, Monique et Sacha qui ont préparé la salle, et Mathieu qui a assuré aussi le lien avec les intervenants, et enfin Richard du binôme matériel de la boucle départementale qui nous a permis d'avoir cette salle, et évidemment Alain qui s'occupe du son. Donc on peut les applaudir. Donc cette rencontre s'inscrit dans la continuité de celle avec Stefano Palombarini qu'on avait fait sur le premier livre de l'Institut La Boétie, qui est du coup l'outil d'éducation populaire et de production intellectuelle de la France insoumise, avec notamment 4 livres, des notes régulières sur des sujets scientifiques, et 7 promotions d'étudiants de l'Institut La Boétie du cursus renforcé. Ce qui démontre que la France insoumise n'est plus, on va dire, seulement cette machine de guerre pour les élections présidentielles, mais aussi un mouvement qui développe ses propres sujets, qui influence le débat public et qui s'inscrit dans le long terme. Et ça se ressent même au niveau local en Charente, où LFI est devenue dans ces dernières années, on peut le dire, je pense, la première force militante en termes, on va dire, de nombre de militants. Et voilà, donc c'est dans ce cadre-là que nous organisons cette rencontre avec Elisabeth Godefroy, qui est doctorante en sciences politiques à l'Université de Bordeaux, spécialiste des Gilets jaunes, qui du coup est une des co-autrices de ce livre, et qui discutera du coup avec René Pilato, député de Charente, sur le contenu du livre et les perspectives stratégiques que cela ouvre pour la France insoumise. Voilà, le livre est mis à disposition par l'autre librairie, qu'on remercie énormément pour leur mise à disposition des livres, donc n'hésitez pas à la fin à venir chercher le livre et à le faire dédicacer. Voilà, je laisse place à la discussion. Merci beaucoup Aileen, alors merci d'être là toutes et tous. Je vais être très rapide, je ne vais pas me présenter. Je vais simplement dire que ce qui est intéressant pour moi, c'est que pendant 6 mois, j'étais gilet jaune sur les ronds-points sans m'afficher les filles. Et ça a été un moment très important parce qu'il m'a permis de voir que différents publics, comme les agriculteurs, comme les retraités, comme les sans domicile fixe, comme des salariés qui n'arrivaient plus à joindre les deux bouts, se sont retrouvés sur les ronds-points à un moment où effectivement il y a eu cette taxe et l'augmentation, mais je pense que ce sera ton sujet. Et ce que j'ai vécu moi, c'est une conscientisation d'une foule qui ne se connaissait pas et qui avait un lieu d'habitation, de retrouvailles, le rond-point, et un signe symbolique, le gilet jaune. Et donc ce qui était très intéressant, c'est de voir des gens qui échangeaient des idées, n'étaient pas d'accord, disaient tout et un peu n'importe quoi, et au fur et à mesure, ils allaient sur les réseaux sociaux, ils regardaient, ils parlaient, et tout doucement, le niveau, je dirais, de conscientisation politique et le niveau de complexité du monde avec lequel ils étaient broyés, ils en prenaient conscience. Et ça, c'était quelque chose de très important que j'ai vécu. Et 6 mois après, ils avaient accepté la présence des partis politiques. Et quand ils m'ont vu arriver au rond-point de Quick, avec effectivement un drapeau LFI, ils m'ont dit, mais t'es LFI, comment c'est possible? Je dis, écoutez, t'as toujours été neutre, t'as toujours... oui, parce que la consigne, c'était de comprendre votre colère, votre mouvement, aider en tant que simple citoyen, et simplement d'accompagner tout doucement tout le travail que vous avez fait. Et j'ai refusé de monter à Paris, la fois où on m'avait proposé de monter à Paris, parce que les répressions avaient déjà commencé, et je leur ai dit carrément, non, je n'ai pas envie d'aller me faire massacrer par les forces de l'ordre.
Et après, vous connaissez la suite, tous les gens éborgnés, les mains arrachées, et donc une répression comme on n'en avait jamais vu. Donc ça, c'est l'histoire que je porte, je dirais, des Gilets jaunes, et je voulais la partager avec vous, parce que tu tombes bien, c'est le moment, c'est ton chapitre dans le livre, et je ne vais pas être beaucoup plus long, juste pour vous dire que l'Institut de la Boétie, c'est vraiment la formation des cadres de LFI. Aileen l'a dit, c'est quand même quelque chose d'important. Sont invités des universitaires, des maîtres de conférences, qui ne sont pas forcément de notre bord politique, mais qui vont nous apporter la contradiction et la confrontation des idées enrichit le mouvement. Et c'est peut-être pour cela que ce mouvement, au-delà de la force militante, a une colonne vertébrale politique et une structure très solide. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Merci René pour ton témoignage. Je suis très heureuse de venir parler des Gilets jaunes avec vous ce soir. Peut-être pour donner quelques éléments de contexte supplémentaires sur ce que je fais, c'est important de préciser que donc, je suis doctorante en sciences politiques et je fais ma thèse sur les Gilets jaunes. Mais je fais partie en fait d'un collectif de chercheurs beaucoup plus large sur les Gilets jaunes, notamment implanté à Bordeaux, mais aussi dans tout un tas de villes de France. Il y a des sociologues, des politistes, des géographes, des anthropologues, et on travaille tous sur le mouvement dans plein de lieux différents. Alors moi, je travaille plutôt au départ sur le mouvement à Paris, et les fameuses manifestations auxquelles tu n'as pas voulu participer, mais voilà, ce que je présente, c'est le fruit d'une recherche vraiment collective et pas uniquement mes propres résultats de recherche. Et j'ai d'ailleurs écrit ce chapitre donc, avec Magali Villasouda, qui est chercheuse à Bordeaux et aussi ma directrice de thèse. Alors, avant de commencer, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir qui dans la salle a participé au mouvement des Gilets jaunes, pour savoir à qui je m'adresse. D'accord, donc quand même une bonne partie d'entre vous, un peu... alors je vais peut-être redonner quand même quelques éléments de contexte pour vous rafraîchir la mémoire. Le mouvement des Gilets jaunes donc, a fêté ses 7 ans là en novembre, le 17 novembre dernier. C'est un mouvement qui a débuté autour de la contestation d'une taxe carbone, mais qui très rapidement s'est étendu à tout un tas de revendications sociales, mais aussi démocratiques. Ce que des collègues estiment, c'est qu'il y a environ 3 millions de personnes qui ont pris part à au moins une action des Gilets jaunes. Donc, ça ne veut pas dire 3 millions de Gilets jaunes engagés très durablement, etc. Mais c'est quand même visiblement un mouvement qui a interpellé beaucoup de Françaises et de Français. C'est un mouvement qui se singularise par son ancrage géographique, donc en dehors des centres urbains, et son éclatement aussi géographique, qui se singularise aussi par son ancrage dans les classes populaires. Donc là, c'est l'occasion pour moi de faire un petit point de précision de qu'est-ce qu'on entend par classe populaire. Et il y a tout un chapitre dans le livre qui est consacré uniquement à cette question-là. Donc voilà, c'est un petit avant-goût de ça. Le terme de classe populaire, en fait, on l'emploie en sociologie, en gros, depuis les années 70, et c'est un terme qui est venu remplacer progressivement le terme de classe ouvrière, pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons de mutation démographique. Dans les années 70, c'était environ 50% de la population qui était ouvrière, maintenant aujourd'hui plus que 20%. Et aussi parce qu'on s'est rendu compte que ce terme de classe populaire, il avait aussi tendance à invisibiliser tout un tas d'autres groupes sociaux dominés culturellement, économiquement, mais qui n'étaient pas forcément rattachés à cette profession d'ouvrier. Donc aujourd'hui, on parle de classe populaire pour désigner tout un tas d'autres professions, les professions par exemple ubérisées, des chômeurs, enfin tout un tas de précaires aussi, englober aussi les membres des classes populaires d'origine immigrée, les femmes aussi incitées sur le travail, non pas uniquement productif, mais aussi reproductif, etc. Voilà, donc le mouvement des Gilets jaunes était ancré dans les classes populaires, première surprise, et il mobilisait aussi du coup beaucoup de gens qui étaient très distants de la politique. Et ce qu'on a évalué, c'est qu'il y avait environ 46% des personnes sur les ronds-points
qui n'avaient jamais pris part à aucune action manifestante auparavant. C'était un peu moins dans les manifestations, plutôt autour de 30% d'après ce qu'on a estimé. Donc une situation qui était vraiment inédite et qui a un peu pris de court les partis de gauche et qui a d'ailleurs au départ plutôt suscité de la méfiance. De l'incertitude. Donc à gauche, on entendait dire que voilà, c'était un mouvement qui était un peu réactionnaire, fascisant, enfin en tout cas qu'on s'en méfiait beaucoup. Ce qu'on sait, donc avec un peu plus de précision aujourd'hui, bon, même si ça reste des estimations, c'est que plus d'un tiers des participants au mouvement refusaient de se positionner sur le clivage gauche-droite, ce qui atteste d'une grande distance vis-à-vis de la chose politique, mais que quand les Gilets jaunes qui le faisaient, ou en tout cas ceux qui ont répondu à nos questionnaires, parce qu'on a été faire passer en fait, des questionnaires sur les ronds-points, dans les manifestations, pour mieux comprendre en fait, qui étaient les Gilets jaunes, les chiffres qu'on a vus, c'était que 44% des Gilets jaunes, quand ils se positionnaient plutôt à gauche, et c'était 15% pour la droite. Bon, en tout cas, un mouvement hétéroclite, mais qui est loin d'être un mouvement fasciste, complètement réactionnaire, qui formule une critique à l'égard des élites politiques, on pourrait dire, mais qui n'est pas spécialement axée contre les partis politiques de gauche et les valeurs politiques de gauche. À part peut-être voilà, les composantes, pour le coup, qui ont existé d'extrême droite radicale, qu'on retrouvait notamment dans les manifestations, par exemple à Paris, qui étaient assez visibles. Donc il y avait ça aussi dans le mouvement. Voilà, mais sans avoir les chiffres, progressivement, tout un tas de militants politiques de gauche ont commencé à avoir peut-être un point de vue plus nuancé sur le mouvement. Certains d'autres ont été levés, même si c'est un sujet qui a beaucoup divisé, je pense, à gauche. Peut-être que certains d'entre vous auront des témoignages à apporter là-dessus dans les échanges. Et que progressivement, voilà, il a été question de plutôt soutenir le mouvement, du moins une partie des revendications, voire d'y participer. Donc, on peut distinguer là l'attitude de la gauche qui a été plutôt de se positionner comme courroie de transmission des revendications des Gilets jaunes, disons dans la sphère institutionnelle politique, et la question de la participation directe au mouvement, donc deux questions un peu distinctes qui ne posent pas exactement les mêmes problèmes. Donc les gauches, dans l'ensemble, et selon des temporalités, on va dire, un peu différentes, finalement se sont quand même plutôt toutes positionnées dans l'ensemble contre la fameuse taxe carbone qui était à l'origine de la mobilisation, ont demandé le retrait et sont venus à la pluie de demandes de justice fiscale, sociale. Donc d'abord des partis comme le PCF, comme LFI, et puis avec, voilà, un peu plus tard, les écologistes aussi, et même le Parti socialiste. Il y a eu une mobilisation au sein de l'arène parlementaire, avec par exemple en décembre une motion de censure, bon, très symbolique, hein, et qui je pense a eu assez peu d'écho auprès des participants dans le mouvement, mais tout de même une motion de censure de tous les groupes parlementaires de gauche contre le gouvernement, évidemment des élus, des parlementaires, etc., qui ont défendu les Gilets jaunes à la tribune, LFI qui s'est emparé assez tôt de la thématique des violences policières, qui a commencé à apparaître dans les médias, mais début 2019. Avant ça, on n'en parlait pas encore tant que ça. Voilà, donc on peut dire qu'à des degrés variables, les partis politiques ont essayé voilà, de jouer ce rôle de courroie de transmission. Ensuite, il y avait donc, comme je disais, la question de la participation directe au mouvement, qui pose toujours problème parce que voilà, quand des militants politiques participent à des mouvements sociaux, ça peut souvent être vu comme une forme de transgression, une forme de récupération politique, même si évidemment les partis de gauche ont toujours eu historiquement un pied aussi dans le mouvement social. Voilà. Mais au sein des Gilets jaunes, il y avait, encore une fois selon nos estimations, quand même 3/4 de participants qui considéraient que les partis politiques n'avaient absolument rien à faire dans le mouvement. Et quand on fait des entretiens avec les Gilets jaunes, etc., plutôt avec des profils primo-contestataires, on voit bien que l'absence de syndicats au départ, l'absence de partis politiques faisait partie aussi des choses qui les ont motivés à participer parce qu'ils disaient que précisément c'était différent. Voilà, bon, ça n'a pas empêché certains militants de considérer que leur place était tout de même dans le mouvement aux côtés des Gilets jaunes.
Voilà, Hello, par exemple, a été un des premiers partis de gauche à dire qu'il fallait y aller, la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon avait donné à l'époque des consignes assez claires en disant que les insoumis devaient être comme des poissons dans l'eau dans le mouvement. Le NPA aussi. Jean-Luc Mélenchon précisait à ce sujet que l'optique n'était pas de récupérer, qu'il y avait une frontière à ne pas dépasser, mais la difficulté, évidemment, c'est toujours de définir cette frontière. Et ça a donné lieu, je pense, justement, la définition de cette frontière, lieu à tout un tas de débats. Faut-il ou non dire qu'on est un militant politique? Faut-il ou non porter son drapeau, avoir un badge? Faut-il distribuer des tracts? Si on distribue des tracts, est-ce qu'il faut qu'il y ait un logo de l'organisation? On essaie juste de diffuser comme ça des slogans, des mots d'ordre qui portent les valeurs du parti un peu fédérateur. Je pense que c'est compliqué à l'échelle de tout le mouvement de distinguer une seule et unique ligne de conduite qui a été adoptée. Je pense que les militants se sont aussi à chaque fois adaptés localement face au type de gilets jaunes auxquels ils étaient confrontés. Voilà, et visiblement, dans tout cas, la greffe a plutôt bien prise, mais il y a peut-être eu des endroits où c'était aussi un peu plus conflictuel. Ça me fait penser que... alors, ça a été plutôt écrit par un collègue à propos de syndicalistes qui avaient réussi à nouer des liens avec les gilets jaunes vraiment au niveau local. Parce qu'un peu comme pour les partis politiques, en fait, les rapprochements, souvent, ils ont eu lieu par le bas, selon les situations, et qui disaient qu'en fait, les gilets jaunes avaient fini par tenir en estime des militants syndicaux, mais parce qu'en fait, ils avaient constaté qu'ils étaient là, sur le terrain, peu importe le temps, et que la ténacité, en fait, au-delà des opinions politiques, avait réussi à susciter en fait, le respect mutuel entre les gilets jaunes qui tenaient à leur rond-point et puis des militants syndicaux qui donnaient aussi de leur temps, de leur personne. Je ne sais pas si tu penses que ça a été aussi ça a servi à créer du lien et de la confiance dans ton cas. En tout cas, parce que ça amène à une autre question. Donc, je pense que beaucoup de militants politiques qui ont participé se sont aussi posé la question de est-ce qu'on y va en tant que soutien ou alors on y va en tant que gilet jaune. Parfois un peu entre les deux, et que l'identité militante parfois pouvait être opposée à l'identité gilet jaune. C'était pas si évident que ça. Et un autre point peut-être, c'est que je pense que ça a été une occasion de retour à l'engagement, pour le coup pour des anciens militants politiques, des anciens militants syndicaux, qui peut-être avaient été un peu déçus de certaines expériences partisanes, mais qui finalement se reconnaissaient dans le mouvement parce que des modes d'action directs, un peu de la politique concrète, et que ça tranchait finalement avec les guéguerres internes aux partis politiques qu'ils avaient pu vivre et subir, les heures longues de réunions qu'ils considéraient inutiles, etc. Et que là, finalement, les Gilets jaunes redonnent naissance à leur engagement. Donc il y avait aussi ce cas de figure, et de gens qui, peut-être pour le coup, se sont plus identifiés aux Gilets jaunes parce que leur lien partisan, politique, etc. était plus long. Tout ça pose aussi la question de l'évolution du mouvement. Alors, ce que je pense que, en tout cas pour l'année qui a suivi, ce qu'on peut plutôt observer au sein des Gilets jaunes, c'est un processus de politisation à gauche. En tout cas, on voit que les revendications plutôt de justice sociale, fiscale se sont imposées, la diffusion de mots d'ordre écologiques. Même si certaines revendications, peut-être plus catégorielles, associées à certaines catégories, je pense par exemple des revendications féministes, antiracistes, parfois avaient du mal à être jugées un peu diviseuses en fait, parfois au sein de certains groupes de gilets jaunes, donc pouvaient être un peu mises de côté. Il y a eu des tentatives aussi de structuration du mouvement par l'aile gauche du rond-point, les ADA, les Assemblées des Assemblées. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pris part à cette initiative, même si les résultats, à mon avis, c'était de belles initiatives, mais qui ont eu du mal à sortir dans l'entre-soi militant, tout de même, avec des gens plutôt politisés à gauche, en fait, au départ, qui participent.
Voilà, en tout cas, quand on parle de processus de politisation à gauche du mouvement, ça ne veut pas forcément dire que tous les participants, y compris ceux qui avaient des vues, des idées plutôt de droite au départ, se sont convertis miraculeusement à des idées de gauche. Je pense que voilà, il y a eu aussi beaucoup un certain nombre de départs et que l'arrivée des militants de gauche a pu contribuer à ça d'une certaine manière. En tout cas, il faut rappeler que, par exemple, à Paris, il y a cette date un peu symbolique du 1er décembre, date à laquelle des organisations comme le Comité Adama, des collectifs antifascistes, de cheminots, etc., disent on va participer au mouvement, mais en partie pour ne pas laisser le terrain à l'extrême droite et chasser l'extrême droite de ce mouvement. Voilà, ce qui a relativement bien marché, en tout cas pour les composantes les plus radicales, puisque voilà, disons que ceux qui considèrent que l'extrême gauche aurait récupéré le mouvement des Gilets jaunes, c'est les militants néofascistes, voilà, les activistes royalistes, etc., qui étaient là au départ et qui ont fini par partir pour janvier, février 2019, précisément parce qu'ils considéraient que le mouvement était devenu gauchiste. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, ça a été un effet de la participation de la gauche. Aussi une autre nuance, c'est peut-être que, et là je pense que ça dépend aussi des localités, mais le mouvement avait aussi cette tendance à se refragmenter en des plus petits groupes, peut-être plus homogènes politiquement, plus homogènes sociologiquement aussi. Pour le dire de manière un peu caricaturale, si au départ il y avait un grand rond-point où tout le monde se rejoignait, il y a pas mal d'endroits où on a observé qu'en fait ça se transformait en deux plus petits ronds-points, un avec une sensibilité plus de droite et puis un autre peut-être plus de gauche. Mais ce format permettait aussi à des gens de sensibilités très différentes de tenir sur la durée, sans trop se mélanger, mais en co-participant complètement. Donc ça explique aussi pourquoi ce mouvement a une durée aussi, il faut dire, assez spectaculaire, parce qu'il est quand même resté assez actif jusqu'au printemps 2019. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là avec peut-être 2 mots de conclusion, parce que la question que posait le chapitre au départ, c'est est-ce que les Gilets jaunes, ça montre un divorce ou des retrouvailles entre la gauche et les classes populaires. Je pense que voilà, il faut apporter une réponse plutôt nuancée, ni l'un ni l'autre, et que c'est peut-être plus un défi pour les gauches. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, il y a plein d'autres choses qui nous sont venues en tête. Est-ce qu'on a fait du lien? Oui. La frontière. Donc, je vais parler de la frontière à titre personnel, et je connaissais quelques gens qui étaient retraités, qui étaient sur le rond-point de Girac, qui participaient au petit déjeuner et ne prenaient pas part aux décisions, ou prenaient peu la parole et laissaient le mouvement s'auto-organiser. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des liens qui se sont créés, et moi je peux le dire aujourd'hui, sans les groupes comme les collapsologues ou les Gilets jaunes, jamais on monte une liste au municipal Angoulême, parce qu'ils sont venus faire le complément, dans la mesure où un lien de confiance était fait, ils n'ont jamais été trahis, on n'a jamais tenté de les récupérer, et au moment où je leur ai demandé le coup de main pour compléter les listes, ils sont venus. Et mieux, ils ont fait des binômes Gilets jaunes au moment des départementales. Il y avait des cantons où on avait 4 Gilets jaunes, des cantons où on avait 4 LFI, des cantons où on avait un mélange LFI citoyen, Gilets jaunes. Donc en fait, ce lien de confiance était très important parce que ils nous ont conduits effectivement à structurer aussi nous le mouvement et à être présents au moment de certaines élections. Par rapport ensuite à la représentation, pour moi, ce qui était fondateur, c'est quand ils ont regardé comment ça se passait en Suisse, sur le rond-point de Girac, et qu'ils ont proposé, sur plein de ronds-points, le référendum d'initiative citoyenne, le peuple qui reprend le pouvoir dans la décision, parce qu'ils en avaient marre que les élites ne comprennent pas leurs problèmes réels qu'ils vivaient tous les jours. Et je reviens au livre, puisque effectivement on parle de peuple, nouveau peuple, nouvelle gauche. C'est fondamental dans le livre de bien le lire pour comprendre que, comme tu l'as dit dans ton intervention, ce n'est plus la classe ouvrière. C'est tout éclaté, et nous, et l'Institut La Boétie,
et ton travail qui a contribué, comment on fait pour que ces gens-là, de nouveau, croient en un projet politique de gauche et on puisse arriver à les fédérer parce qu'ils ont des revendications différentes. On n'est pas sur les mêmes sujets. Quand tu parlais des gens racisés, tu parlais des gens peut-être LGBT, tu parles des gens qui sont ouvriers, tu parles des agriculteurs, maintenant tu parles effectivement des retraités. En fait, on a toute une somme, le peuple, c'est différentes classes, et c'est pas qu'un problème de salaire. Donc tout ça, on est en train de cogiter comment fédérer. Et je vais m'arrêter là. Non, la politisation, elle n'est pas achevée. Et dernière remarque, avant de te poser une question quand même. J'ai une dernière remarque, c'est que au début de la NUPES, il y avait quand même des gilets jaunes qui ont fait campagne comme des fous et qui nous ont reproché de ne pas voter en même temps que le RN. Parce que pour eux, on devait passer par-dessus les partis politiques et être capable de voter avec le RN, ce qui pour nous était inconcevable. Donc quelque part, là, peut-être un divorce s'est fait, on verra, mais il m'a fallu expliquer longtemps à mes amis gilets jaunes, qui étaient quelquefois surprenants sur ce genre de proposition, pourquoi. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus facile parce qu'on voit les votes RN et on voit qu'en fait, économiquement, c'est la même chose que Macron. Ma question est la suivante, si tu le permets. La manifestation du 10 qu'il n'a pas pris, aussi bien que celle des Gilets jaunes, est-ce que tu peux faire un parallèle entre cette manifestation qui a été préparée de longue date, qui a été accompagnée par LFI de la même manière, vous mettez au service du mouvement, les syndicats ont effectivement pris un petit peu la main sur les réunions, le service d'ordre et l'organisation, et ça n'a pas pris. Est-ce que, à ton avis, est-ce que vous avez assez de recul? Est-ce que tu peux nous donner les raisons, si tu veux, de cette non-prise d'un événement qui a été quand même assez important et qui n'a pas eu l'importance de celui des Gilets jaunes? Oui. Merci pour cette question. Alors évidemment, le 10 septembre, l'appel Bloc-Conto, ça m'a beaucoup intéressé. Surtout que pendant tout l'été, les médias en parlaient, etc. Et donc il devait y avoir des spécialistes des Gilets jaunes pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. Parce que c'est vrai qu'à première vue, il y avait pas mal de points communs. D'abord sur le caractère un peu hétéroclite, donc a priori il y avait une tendance un peu souverainiste, assez à droite, de l'autre, il y avait deux sites internet, je ne sais pas si vous vous rappelez, et de l'autre le site Indignons-nous qui là semblait plutôt ancré dans le mouvement social, sans que ça questionne tant que ça. Le fait qu'il n'y ait pas de leader identifié, le fait que ça vienne des réseaux sociaux, tout ça pouvait faire penser aux Gilets jaunes à leur début, et même à, peut-être dans certaines revendications, à d'autres mouvements de mots d'ordre, par exemple, indignez-vous, ça pourrait faire penser aux indignés espagnols. On voyait un peu des héritages avec ce qu'on a appelé les mouvements de place dans toute la décennie précédente. Là où je pense qu'il y avait quand même beaucoup de différences. Moi, peut-être j'ai un regard assez dur sur ce 10 septembre. C'est que j'ai l'impression que les médias lui ont accordé une place particulière, notamment pendant l'été. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il faut trouver des sujets pendant l'été? J'ai l'impression qu'ils ont créé comme ça une sorte d'appel d'air, et que ce sont surtout justement des militants politiques, des militants, alors pas forcément politiques au sens de gens qui sont engagés au sein d'un parti, mais en tout cas des gens quand même plutôt politisés, avec une expérience préalable de mobilisation, qui se sont emparés de cette brèche, j'ai l'impression, qui a été un peu en partie créée médiatiquement, pour se dire on va lancer quelque chose. Avec justement, tu dis la France Insoumise ou d'autres partis l'ont accompagné comme les Gilets jaunes, mais non, les Gilets jaunes, c'est un mouvement très populaire qui émerge avec des gens très distants de la politique et ensuite des militants politiques qui viennent accompagner. Là, je pense que, en fait, dès le départ,
quand on regardait la structuration des assemblées Indignons-nous, etc., en fait, c'était, et ça se voyait dans les boucles, c'était très différent des groupes Facebook de Gilets jaunes. On voyait à la manière dont les gens parlaient, en fait, il y avait déjà de l'expérience, quoi. Et c'était bien moins diversifié aussi en termes de vue politique. Donc voilà, je pense que moi, dès le départ, j'avais du mal à croire que ça attirerait des personnes si distantes de la politique, pour ces raisons-là. Et après, peut-être une question en termes d'organisation. Donc l'idée, en tout cas pour la composante Indignons-nous, c'était de organiser des assemblées localement pour se décider sur des modes d'action. Et en fait, cette modalité d'action en assemblée générale, qui va souvent de soi, c'est un peu le réflexe de on va s'organiser, on va créer une AG. D'une part, en fait, je pense que quand bien même il y a plein d'efforts qui sont mis en place par des militants pour rendre ça inclusif, ça attire pas tout le monde, et que peut-être il y a une barrière à l'entrée, quand bien même il y a des efforts qui sont faits pour rendre ça inclusif, trouver des manières pour distribuer le temps de parole, etc. Et ça, c'est peut-être aussi, c'est une limite en fait de ces modes de fonctionnement très assembléistes qui a été pointé par des chercheurs qui se sont intéressés à d'autres mouvements, pas en France, mais qui utilisent ces modalités d'action. C'est le risque de ce qu'ils appellent le gel tactique, à savoir qu'en fait, la difficulté à faire ressortir des décisions concrètes de ces AG, justement parce qu'on veut privilégier l'horizontalité, le fait de ne pas entoser des choses, etc. aux autres, l'idée que même si une action est décidée en AG, ne viennent que ceux qui sont d'accord, etc. Et que ça, du coup, ça provoque un gel tactique, et du coup, il me semble quand même une grosse incertitude le jour même du 10 septembre, sur, en fait, on veut se mobiliser, mais où est-ce qu'on va? C'était pas très clair. Alors, il y a eu un effort fait pour dire, dans ta ville, tu peux aller là. Mais voilà, et encore une fois, des modalités d'action comme... alors, il n'y avait pas que du blocage, mais se lever pour aller bloquer une route le matin, pareil, c'est pas forcément toujours le plus inclusif. En semaine aussi, les Gilets jaunes, en fait, se sont quand même mobilisés samedi. Et ça... même si c'était très coûteux d'aller passer ses week-ends sur des ronds-points, de laisser un peu de côté sa famille, peu importe, ça restait quand même le samedi et pas en milieu de semaine. Donc je ne sais pas qui a décidé de cette date, mais voilà. Donc pour toutes ces raisons, je pense que le mouvement n'a pas pris. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth. Dernière question avant qu'on vous donne la parole, bien évidemment, donc on a un échange riche. Moi, j'ai eu l'impression, alors le samedi, on est d'accord. Le samedi, si tu ne fais pas de samedi, c'est compliqué, il faut perdre une journée de salaire. Aujourd'hui, c'est difficile. Ma question, c'est pour revenir à ce qui m'intéresse, moi, politiquement. Quand on voit que le peuple est si divers et qu'on n'a pas de lieu de réunion comme le rond-point, est-ce que tu vois des ressorts? Est-ce que tu vois, à travers tes recherches, est-ce que tu vois des ressorts qui nous permettraient, nous, responsables politiques, de fédérer le peuple de gauche, puisque c'est un peuple maintenant totalement disparate et qui aspire, sans le savoir, à une meilleure répartition des richesses, à effectivement la prise de participation dans les décisions qui les concernent, etc., etc. Est-ce que vous avez vu des constantes, des leviers pour arriver quelque part à fédérer? C'est une question difficile, je ne sais pas s'il y en a ou pas, mais voilà, j'avais envie de te la poser. C'est une très vaste question, en effet. Et c'est vrai que moi, j'ai en plus d'autant plus travaillé, tendance à me focaliser sur toutes les différences qu'il y a au sein de ce mouvement pour essayer de mieux le comprendre. Et du coup, je m'intéresse surtout aux conflits à l'intérieur du mouvement, aux divisions, etc. Donc, même si visiblement il y a cette identité collective qui a quand même réussi à se dégager, mais précisément parce qu'elle était très floue, marquée ni à gauche, ni à droite. Donc c'est difficile pour moi de... Ça, c'est votre travail. Voilà, c'est ma division des tâches. Je vais faire de la politique bientôt. Non, mais c'est vrai. En tout cas, merci. Et puis je pense que on ne va pas
Vous avez bien évidemment la parole, puisque ça fait partie de l'organisation. N'hésitez pas à nous interpeller sur le titre du livre « Nouveau peuple, nouvelle gauche ». Aussi, vous avez des précisions à donner sur les Gilets jaunes, le mouvement, pour ceux qui ont participé. J'en vois quelques-uns qui se cachent là, qui étaient bien sur les ronds-points. Et voilà, il y avait 3 ronds-points, il y avait 3 lieux de rendez-vous à Angoulême. Hein. Donc c'était KFC, c'était Leroy Merlin, c'était Girac. Donc on a bien connu ça. Voilà. Non, c'était Locatoumat. Voilà, c'est ça. Oui, merci pour cette présentation. Et donc, je m'intéresse beaucoup à cette question des Gilets jaunes. À l'époque, moi je suis syndicaliste, et effectivement je n'ai pas participé autant que d'autres ici à ce mouvement des Gilets jaunes, mais par contre je me suis beaucoup interrogé, et je pense que ce que je pense très, très important, c'est que aujourd'hui, là, avec le recul, c'est que effectivement le mouvement des Gilets jaunes, je pense, restera dans l'histoire, parce que c'est un mouvement social inédit, en tout cas, moi que je ne connaissais pas, et ce qu'a dit René est important, à savoir c'est une espèce de révolte générale qui a réussi à s'organiser, qui a réussi à prendre l'espace public au travers des ronds-points, ce symbole. Symboliquement, ça veut dire quelque chose, et comment ces gilets jaunes, au travers d'une revendication qui, somme toute, au départ, paraît quand même très limitée, arrivent par les discussions, par leur organisation, arrivent au point du RIC. Hein, je veux dire, l'évolution entre la revendication qui est contre, quoi, hein, et arriver à une aspiration politique qui est le RIC, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne. Et je pense que d'analyser cette évolution est extrêmement intéressante. Et maintenant, moi, je suis fasciné aussi par les symboles qu'ont pu laisser les Gilets jaunes. Et aujourd'hui, dans toutes les manifestations que vous faites, le chant des Gilets jaunes est repris à dessein partout. Et je pense que on est là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ce qu'a montré les Gilets jaunes, c'est qu'effectivement, ce peuple, il est là, et il a envie d'en découdre, et il veut s'organiser. Bon, voilà. Alors il y a plein de choses qui se font. Ta question. Il n'y a pas de question, c'est juste qu'est-ce que vous en pensez, enfin voilà, hein, sur les symboliques qui restent des Gilets jaunes, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça dit de ce mouvement? Peut-être qu'on va prendre plusieurs questions avant de faire des réponses, est-ce que ça vous va, vous intervenants, intervenantes? Oui. Moi, la question que j'ai à poser, c'est quand vous dites rassembler le peuple, moi ce que je pense, c'est que vous avez besoin d'un peu plus d'extrémisme, on va dire. Notamment, par exemple, quand vous dites, on vous a reproché de ne pas voter les motions de censure du Rassemblement national. Je pense que c'est un des points qui fait que le peuple se dit la politicienne, de toute façon, il ne veut pas mettre les mains dans le cambouis pour rester poli. Et je pense que c'est ça qui manque aux partis politiques aujourd'hui, un peu tous, hein, et surtout la gauche, c'est d'essayer d'avoir une pureté militante
qui, pour ceux qui sont extérieurs au militantisme, reste quelque chose d'obscur et ne comprennent pas. Je pense qu'il faut vraiment aller dans des... Enfin, la France insoumise il va de plus en plus dans des positions de plus en plus extrêmes à gauche pour une reprise du pouvoir et de combattre le capitalisme. Enfin, c'est là qu'il merde la guerre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen, effectivement, d'aller un peu plus vers... De toute façon, je pense que maintenant, vous le faites de voter les motions de censure du RN, enfin, toujours. Et je pense que ça pourrait être un des signes principaux. Est-ce que pour fédérer un tel mouvement face à la violence policière, à la répression qu'il y a eu, de fédérer de nouveau, ça ne serait pas problématique déjà pour les personnes d'aller, voilà, je vais aller au rond-point, je vais aller manifester, sachant que je peux aller me faire un œil ou faire face à une telle violence. Est-ce que ce n'est pas là le frein de pouvoir aller de nouveau fédérer autant? Peut-être une dernière question avant première vague de réponses. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais évoquer le côté isolement et au-delà des revendications. J'ai rencontré des gens, je voudrais savoir si vous l'évoquez dans le livre, au-delà des revendications, de la taxe carbone, et ci et ça qui sont venus. Moi, j'ai rencontré des gens sur le rond-point Locatomat, j'arrêtais de porter du café, des choses profondément seuls, qui sont venus retrouver des gens comme eux. En fait, ils étaient seuls chez eux, et là, enfin, moi j'ai une émotion en parlant du réveillon de Noël au rond-point Locatomat, auquel je n'ai pas participé, mais c'était là, porter des choses. C'était des gens qui étaient tout seuls chez eux et qui, là, se sont retrouvés ensemble pour réveillonner. Alors, il n'y a pas eu que ça, mais... Et je trouve que c'est vraiment ça. Si sociologiquement, il y a un truc là, on a fédéré quelque chose, c'était de l'amour avec un grand A, au-delà de toutes les revendications. Il y a eu ça, il y a eu des gens qui sont sortis de chez eux pour aller voir les autres et qui se sont agglomérés comme ça, comme des... qui se sont tenus chauds, quoi, vous voyez, faisant des feux. Et il y avait vraiment, et ça me touche, ça me choque, ça m'émeut. Et voilà, je voulais savoir comment vous avez abordé ça dans vos recherches. Alors peut-être oui sur la question des héritages, de la symbolique, des gilets jaunes, etc. Alors c'est vrai qu'on a vu fleurir l'expression de gilet jaunisation du mouvement social, alors qui a montré un peu ses limites avec le mouvement contre la réforme des retraites en 2023, où au départ on a quand même eu des manifestations massives mais qui restaient assez policées. En revanche, bon, c'est peut-être pas uniquement un héritage des gilets jaunes, mais je pense que les gilets jaunes montrent une dynamique de peut-être remise en cause, qui n'est pas complètement linéaire et définitive, mais de ces modalités d'action traditionnelles, syndicales notamment, à savoir la journée de grève suivie de la journée de mobilisation-manifestation. Mais donc c'est ça qu'on entendrait par gilet jaunisation du mouvement social, mais encore une fois qui ne vient pas de là, déborder les syndicats et plus généralement les instances qui encadrent, qui représentent. C'était quelque chose qui était déjà assez visible, par exemple en 2016, avec l'idée du cortège de tête, où on va aller dépasser les instances syndicales représentatives, par exemple. Les Gilets jaunes l'ont montré dans leur manière de manifester aussi, où ils ne voulaient pas négocier, pas déclarer des parcours. Ils voulaient partir en manifestation sauvage, pas forcément d'ailleurs pour casser ou s'affronter, mais aussi juste parce qu'ils ne voulaient pas avoir à désigner de responsables et de représentants qui iraient négocier avec la préfecture et qui ne voulaient pas qu'on les empêche d'aller manifester dans certains quartiers, etc. Donc ça pourrait être un héritage, mais qui, voilà, plutôt une dynamique qui illustre les Gilets jaunes. Ensuite, sur la question de la violence, je pense que si.
si on revient, que oui, vous avez raison, que cette violence, beaucoup de gens l'ont en tête, et que si on revient en fait au premier acte des Gilets jaunes, par exemple, je pense que beaucoup de gens sont sortis sans expérience de manifestation et en pensant être tout à fait dans leur bon droit, en allant sur un rond-point, en allant à Paris, dire bon ben on va aller manifester devant l'Élysée. Tout militant, je pense, avec un peu de bouteille de l'expérience de manifestation, on leur aurait dit mais vous êtes complètement fous d'aller devant l'Élysée, enfin vous allez vous faire tirer dessus. Et donc il fallait être particulièrement, je pense, innocent, inexpérimenté pour se dire ben si, on va le faire. Et d'ailleurs, c'est aussi avec parfois des personnes nouvelles qu'on arrive justement à dépasser le fameux gel tactique, je précise ça, pas forcément en débattant pendant des heures de comment on peut faire nouveau, mais avec juste des nouveaux entrants qui n'ont pas les mêmes limites en fait dans leur tête du fait de leur expérience et voilà, qui arrivent à dépasser. Mais ça, c'était une parenthèse. Donc oui, effectivement, ensuite les participants sont devenus de moins en moins innocents, ont connu une répression quand même terrible, et ça effectivement je pense que beaucoup le gardent en tête et que ça affecte aussi des personnes qui n'ont pas été manifestées mais qui ont quand même peur d'y aller, et peut-être que ça réfrène des mouvements un peu spontanés comme ça qui font des choses qu'on n'aurait pas imaginées en fait avant. Et sur la question des personnes seules, alors on n'en traite pas directement dans le chapitre qui essaie de... Enfin malheureusement on a été très limité dans le nombre de signes et on a vraiment axé sur la question des rapports entre Gilets jaunes et partis politiques parce que c'était ça la commande. Après effectivement, j'ai des collègues, je ne sais plus sur quel type de corpus ils ont travaillé, si c'était des posts sur les réseaux sociaux, etc. Mais je crois qu'ils ont travaillé sur... fait une analyse si vous voulez de mots et qui ont trouvé que dans des posts où le mot famille en fait revenait énormément dans les gilets jaunes. Et du coup oui, les gilets jaunes donc c'est pas une famille naturelle mais une famille choisie quoi. Et je pense que c'est effectivement important dans ce mouvement. Vous avez raison. Voilà. Merci beaucoup Elisabeth. Moi je vais répondre clairement sur le RN puisque je les ai en face de moi. Ce n'est pas un parti comme les autres. Déjà, ils ont une histoire, ils ont beau avoir changé de nom, et ils ont perdu face au Conseil d'État quand ils ont voulu retirer le mot extrême de extrême droite. Et le Conseil d'État a rappelé à ce moment-là que LFI était de gauche, et que l'extrême gauche, c'était Lutte ouvrière et le MPR. Donc ça, c'est super important, c'est mars 2023, décision du Conseil d'État. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas d'accord, nous, à la limite, même l'extrême gauche, elle s'attaque à des symboles. Ils démontent un McDo, ils vont faucher un champ d'OGM. L'extrême droite et au groupuscule s'attaque physiquement aux gens. Et ça fait quand même une sacrée différence. Et aller voter avec eux, c'est les normaliser. Or, on ne veut pas les normaliser. Ce sont des gens dangereux. Et quand on voit la dérive dans le monde, on va parler de l'extrême centre avec le néolibéralisme, qui, au bout d'un moment, se rend compte que leur ruissellement ne fonctionne pas parce qu'ils ont tellement tiré sur les gens que tout le monde est malheureux partout dans le monde et dont la France. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se droitisent. Ils se droitisent. Et aujourd'hui, on a Retailleau qui dit on peut aller négocier avec l'extrême droite. Et Sarkozy l'a dit effectivement. Donc en fait, normaliser ces gens-là, comme le font les médias, c'est aller tout droit vers le fascisme, ou pour le moins l'autoritarisme très dur. On n'a pas le droit de penser différemment avec ces gens-là, parce qu'ils en viennent à l'agression physique, voire à l'élimination. Donc notre position à LFI, c'est de dire ce sont des adversaires politiques, mais jamais on leur cédera la moindre concession sur le fait de les dédiaboliser. Partout où ils arrivent au pouvoir, la culture est sabrée. Les femmes n'ont plus le droit d'avorter. En fait, ils attaquent tous les fondements de ce qui fait l'humanisme. C'est pour ça qu'on ne cède pas. Alors, je peux comprendre effectivement que ça gêne quelques-uns, quelques-unes parmi nous, mais on ne cédera pas. On ne cédera pas parce qu'on ne veut pas les normaliser comme le font qui, et je vais m'arrêter là, les 9 milliardaires qui ont investi dans les médias, ils ont investi dans des médias où ils perdent de l'argent.
Pourquoi? Pour maintenir les divisions dans le peuple. Et on va dire à celui qui gagne 2000 balles, on va montrer du doigt celui qui a assisté, qui gagne 1400 ou 600 et qui ferait mieux d'aller travailler, patati patata. La division est le poison que mène le bloc bourgeois via les médias pour normaliser des gens qu'ils vont mettre au pouvoir parce qu'ils auront toujours les mêmes intérêts. On n'a qu'à voir leur vote sur ce qu'ils font au niveau de la finance. C'est tout Macron. 75% de leurs votes sont conformes. Donc on ne peut pas céder à ça, donc je l'ai expliqué à mes amis Gilets jaunes. Et c'est pas une pureté, c'est vraiment une ligne de fracture sur... quelqu'un... Il faut écouter des gens comme Tapi qui ont dit, mais voilà quoi, le dernier rempart c'est Mélenchon contre l'extrême droite. Et il avait raison, Tapi. Il avait raison. Parce qu'on voit tous les gens qui veulent garder leurs privilèges et leur pouvoir s'extrême droitiser, on dit ça comme ça. Hein. Et donc c'est la raison pour laquelle on ne votera jamais avec eux. Et j'aimerais aussi revenir sur l'amour avec un grand A. C'est un sujet. La société actuelle fait que, et là je vais élargir politiquement, quand on fait des études, on quitte papa, maman, la ville où on est né, et on se retrouve à des kilomètres. Et puis avant, on accompagnait les parents, les grands-parents. Aujourd'hui, on paye des EHPAD et on paye parce que c'est plus facile, il faut travailler et on n'a pas le temps de s'occuper de nos aînés qui parfois ne prononcent même pas une phrase dans la semaine. Alors tu m'étonnes que quand ils se retrouvaient sur les ronds-points, mais ils étaient ravis. Ils voyaient du monde. Ils parlaient toute la journée, du matin au soir. Et ils faisaient le monde. Et comme tu le dis, à Noël, ils avaient une famille. Ils avaient une famille. Et évidemment qu'on est allé leur donner tout ce qu'on pouvait leur donner pour qu'ils passent un bon Noël. Mais c'était festif, joyeux. Et je pense que c'est une force, ça, des Gilets jaunes. Et je reviens, ils avaient un lieu à eux. Moi, il y avait des SDF qui avaient construit une cabane à Girac. Ils avaient de quoi dormir au chaud, parce qu'ils faisaient leur feu avec les palettes. Je parle pas d'écologie, mais ils faisaient leur feu. Et ils avaient du froid dans les rues d'Angoulême. Et chacun veillait les uns sur les autres. Ils se sentaient en sécurité, sur un rond-point. Donc tu as raison. Et on a vu de la solidarité comme on n'en avait jamais vu. Et avec un peuple, c'est le titre, un nouveau peuple, c'est-à-dire des gens de catégories sociales et intellectuelles complètement différentes. Et ils ont fait peuple à un moment parce que le pouvoir politique néolibéral les fracturait sans arrêt, les a ubérisés, les a atomisés. Il n'y a plus de grandes usines avec tous les ouvriers, tu en parlais au départ, qui pouvaient se retrouver avec les syndicats et porter et élever le niveau de conscience de tous les camarades dans les usines. Ils les ont balancés en Chine, puis dans les pays de l'Est, les usines. Donc cette conscientisation ne se fait plus et elle s'est faite sur les ronds-points. Et en plus, pour les gens qui étaient seuls, ils ont retrouvé une famille. Donc c'est bien parce qu'au fur et à mesure, ça me donne à réfléchir pour fédérer le peuple. Voilà, d'autres questions. J'avais une question. Oui. Déjà, la première chose, je voulais faire une remarque pour rebondir sur ce que tu as dit, Minerve, à propos de la solitude. Ça me fait penser à un autre bouquin qui parle en partie des Gilets jaunes, que je conseille, peut-être que les intervenants le connaissent. C'est un livre de Benoît Coquart, qui est un sociologue aussi. Et en fait, il revient dans son milieu d'origine, dans le nord-est de la France, donc des petits villages dans un milieu anciennement ouvrier où les usines effectivement sont parties de France, ont été délocalisées, et où les gens vivent dans une pauvreté, un isolement social assez grand. Et lui qui a fait des études, il se retrouve avec ses anciens camarades de collège, de lycée, et qui n'ont pas du tout le même capital social, le même environnement, etc., habitude que lui. Et donc il les suit, il explique pourquoi est-ce qu'il vote RN, pourquoi est-ce que, alors que les habitants des villes ont plein de connaissances, ont des réseaux sociaux très développés, eux en fait ils vivent que dans leur petite maison repliée.
Et donc je trouve que ça répond bien à ça. Et j'incite tout le monde à lire ce bouquin parce qu'il se retrouve en plein milieu du lancement de la révolte des Gilets jaunes. Et Elisabeth Godefroy en parlait tout à l'heure. Il se retrouve au moment où il y a une opération de ce qu'on appelle, je crois, péage gratuit sur une autoroute. Et donc, c'est des gilets jaunes de la première heure, des gens qui n'ont jamais fait de mouvement social, de manifestation. Et c'est incroyable parce qu'ils parlent avec des gens, et les gens ils se posent des questions de base, ils se disent est-ce qu'on doit parler aux policiers qui sont là, aux gendarmes Alors, il y a des camps qui se créent avec des gens qui disent non, surtout pas. Et d'autres qui disent si, il faut négocier. Donc, c'est intéressant de voir à quel point il y a une structuration politique et des habitudes qui se créent au fur et à mesure. Bref, j'ai parlé trop longtemps. Du coup, ma question, c'était par rapport aux médias, parce que c'est arrivé un petit peu dans vos interventions, mais au fur et à mesure du mouvement, j'ai l'impression que les médias ont construit cette image que les Gilets jaunes, c'était justement l'extrême droite, c'était le peuple dans ce qu'il a de plus vil, en gros, des masses informes qui sont là juste pour contester. Et du coup, voilà, je voulais poser la question, est-ce que les médias, ils n'ont pas aussi participé au fait de créer de la défiance dans les milieux de gauche vis-à-vis des Gilets jaunes? Oui, ben voilà, la question va être très simple. C'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes, il a, comme on dit depuis le début, ça a créé de la solidarité, ça a créé une envie, ça a créé plein de choses. C'était très enthousiasmant. Alors ma question, moi, c'est comment on explique que 4 ans après, en 2022, Macron a été réélu. Ça, on pouvait penser que les gens avaient pris une certaine conscience, et on s'est retrouvé avec Macron qui est réélu, et avec ce qu'on sait maintenant de ce qu'il fait de son mandat. Donc, voilà. Donc finalement, on revient au point de départ. Malheureusement, c'est comme ça. Donc ma question, comment ça se fait qu'il y a eu, comment ça se fait que ça n'a pas généré un changement dans la société? Parce que c'est un changement. Oui, moi, ça fonctionne? Oui, c'est parfait. Bon, j'ai apporté les croissants, moi, à Girac. Et j'ai bien entendu les camions qui klaxonnaient à longueur de journée. Enfin, c'était formidable. Mais, en fait, ça s'est étiolé, le mouvement s'est étiolé par quand même une certaine naïveté. Et cette manque de structure, c'est pas ça. On n'avancera pas sans structure. Et là, je sens, je ne suis pas encarté que ce soit, mais je sens une structure avec des recherches, la Boétie qui bosse. Il ne faut pas être naïf. Pour avancer, on ne peut pas avancer en miettes. Et ça s'est étiolé. Après 6 heures, 4 fois 6 heures de Macron à la télévision, qui répondait à les fameux débats pendant 6 heures. Ça a du sens. 6 heures pour répondre. Qu'est-ce qu'ils attendent les gens pendant 6 heures? Non, pas de naïveté comme ça. Il faut être structuré et avancer. Et puis c'est tout. En plus, si on prend des jetons, j'ai vu les copains ici à Sainte-Soline, on y allait à l'aise. Et vous avez pris des jetons, même avec le bandeau des maires et des élus. Non, c'est comme ça qu'il faut avancer. Je pense que c'est pas des jetons. Non, je comprends. Mais pareil, à Paris, pour le deuxième, le 20 décembre, non, le 20 novembre, c'était le deuxième samedi, ça. Le premier samedi, c'était le 14. Oui, le deuxième, j'étais au second. Pareil, naïveté. Alors, on recevait bien sûr des billes lancées par les gendarmes là-bas. Des billes. On courait tous dans les rues, on était contents, parce que même à mon âge, à 75 ans, j'ai participé, j'ai vu. Mais c'est pas structuré, c'est pas appuyé par des syndicats, des mouvements politiques qui ont du sens, qui une vision. Il faut quand même s'attacher
a des visions. Voilà. Bon, c'était tout. C'était mon petit mot. Merci à toi. Je ne vous ai pas trop ennuyé. Ouais, très rapidement. Moi, il y a deux petites choses dont j'aurais souhaité qu'on évoque. La première, c'est quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, on s'est rendu compte qu'à la place des manifestations traditionnelles des syndicats qui ont lieu en gros de Bastille à Nation, cette fois, ça a lieu sur les Champs-Élysées, près des lieux de pouvoir. Et du coup, je voulais savoir un peu, est-ce que, selon vous, c'était aussi cette question géographique de la lutte, le fait de tout concentrer sur Paris, vers les lieux de pouvoir, est-ce que ça n'a pas été aussi l'un des marqueurs, finalement, de la réussite du mouvement des Gilets jaunes? Et enfin, c'était deuxième chose que je voulais dire, c'est une petite anecdote. Moi, à l'époque, je vivais à l'étranger, j'étais prof à l'université. Et j'ai des élèves qui suivaient un peu ce qui se passait en France, qui voyaient les images de la répression. Et en fait, ils se sont vraiment sentis blessés. Ils venaient me voir en me posant la question, qu'est-ce qui se passe en France? La répression comme ça, dans notre pays, c'est normal, mais en France, comment c'est possible? Et c'est là où j'ai envie de poser un petit peu aussi cette question de l'internalisation finalement des Gilets jaunes, parce qu'on s'est rendu compte aussi dans beaucoup de pays, c'était le cas au Mexique, là où j'étais à l'époque, il y a des mouvements qui ont aussi limité un petit peu ce qui se passe au niveau des Gilets jaunes. Et je voulais savoir aussi si vous avez un peu étudié cette question-là. Si je peux, un complément par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que ce que vient de dire le copain, c'est vrai. Moi, ce qui m'a vraiment écœuré après les Gilets jaunes, c'est tous ces maires qui ont collaboré avec Macron en organisant, on en a localement, hein, des gens qui ont permis d'organiser ces espèces de réunions qui duraient 6 heures. Ils étaient tous là comme des Playmobil à pas bouger pendant 6 heures, les maires. Donc des gens qui sont des responsables, qui sont les fameux élus que tout le monde veut. Pourquoi n'a-t-on pas fait voler en éclats ces organisations-là? Parce que ça a permis à Macron de faire passer un discours et d'arriver à ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est un complément. Alors d'abord, oui, sur la question sur les médias et l'extrême droite, alors déjà je pense qu'il faut être nuancé sur les médias et bien distinguer les chaînes de télé en continu, la presse écrite, etc. Les journaux entre eux, il y a eu quand même beaucoup d'articles dans la presse écrite qui étaient, c'était des journalistes qui allaient voir des gilets jaunes sur des ronds-points, alors qui ont véhiculé certains stéréotypes, mais c'était plutôt une vision peut-être un peu misérabiliste des gilets jaunes, mais pas forcément d'extrême droite. Les chaînes de télé en continu, j'ai l'impression que plus qu'elles n'ont présenté les gilets jaunes comme d'extrême droite, c'était plutôt la focale sur Paris, cadrage poubelle brûlée, etc. Donc plutôt participer à ce cadrage de à la fois se focaliser sur Paris, édition spéciale tous les samedis sur les Champs-Élysées, voilà. Et donc dire que les gilets jaunes étaient d'extrême droite, bon, je pense que déjà les militants de gauche n'ont pas eu besoin des médias. Là, pour le coup, on ne peut pas accuser les médias pour ça. Je pense que c'est en partie venu du commentaire politique, en général, mais un peu de toute la classe politique à des degrés variables. Et par exemple, Darmanin qui parle de la peste brune sur les Champs-Élysées, ce genre de choses. Mais que cette interprétation qu'ont fait beaucoup de militants de gauche du mouvement traduit aussi tout simplement un éloignement social, un éloignement géographique aussi. Moi, qui travaille plutôt sur Paris, j'ai eu l'occasion d'aller interroger des cadres, par exemple du NPA, etc., qui disent en fait, on n'a pas d'ancrage en dehors des villes. Et du coup, on ne savait pas, et donc tout ce qui est un peu inconnu et qui vient pas de chez nous, en fait, c'était suspect en fait au départ, et on avait du mal à avoir des remontées d'informations très concrètes, comme pour d'autres mobilisations, peut-être plus urbaines, où là, il y a des militants locaux qui font remonter. Voilà, donc oui, les médias ont relayé un cadrage médiatique. D'extrême droite, je pense que c'est pas que ça. Et je pense que les militants n'ont pas eu besoin de ça pour se faire un avis un peu erroné ou trancher les gilets jaunes au départ. Ensuite, sur la question de la géographie, donc c'est vrai que
enfin, je pense qu'il y avait un peu un clivage dans le mouvement autour de faut-il tout concentrer sur Paris, aller manifester à Paris, ou plutôt maintenir le rond-point en province. Ça ne voulait pas dire qu'on ne pouvait pas passer la semaine sur son rond-point et aller le samedi à Paris, mais je sais que c'est une question qui a divisé dans les Gilets jaunes. Voilà. Et ensuite, l'idée d'aller à Paris, c'était, ça venait beaucoup de grandes figures un peu numériques des Gilets jaunes, comme Éric Drouet, voilà, des personnalités comme ça numériques qui n'avaient pas forcément d'ancrage local, en fait, quand on regarde, plutôt des personnalités des réseaux sociaux, et qui étaient à fond pour faire ces appels nationaux à la mobilisation à Paris, avec effectivement un déplacement géographique où on sortait des parcours traditionnels de manif, plutôt pour aller sur les Champs-Élysées, aller, comme je le disais tout à l'heure, c'était imaginable, prendre comme objectif l'Élysée. Voilà. Et ça, c'est sûr, même si au fur et à mesure, avec le début des déclarations aussi de parcours de manifestation, parce que les Gilets jaunes ont fini par se soumettre aussi à cette injonction-là, un écartement progressif de ces centres de pouvoir, quoi. Mais je pense que tout centré sur Paris n'était pas forcément consensuel chez tous les Gilets jaunes, en tout cas. Et sur l'internationalisation, alors je sais que des collègues belges ont écrit sur les Gilets jaunes en Belgique, mais la Belgique, c'est quand même enfin, ça n'a pas eu la même ampleur, c'est un contexte très particulier où les taux de syndicalisation sont beaucoup plus hauts, mais avec un syndicalisme un peu différent aussi, je pense. On a vu des images comme ça circuler de mouvements sociaux où des gens portent des gilets jaunes. Je pense que c'est plus symbolique, mais après tout, on est dans une époque de mondialisation où tout se diffuse, il y a des inspirations, mais des passations concrètes de gilets jaunes à d'autres pays, ça, j'en ai pas tellement identifié. Peut-être plus des images qui circulent et puis on veut reproduire. Je vais continuer sur ce que tu viens de dire par rapport à la question de l'étranger, la honte. La honte. Quand le pays des droits de l'homme, le pays des Lumières, massacre son peuple, fait une répression comme on n'a jamais vu, tant et si bien qu'aujourd'hui c'est difficile pour des gens d'aller manifester parce qu'il faut savoir qu'il y a des gilets jaunes qui ont fait 9 mois de prison en préventif, sans être jugés. Donc il y a eu effectivement la honte de ce qu'a montré Macron à l'international, et aujourd'hui la France est démonétisée par, me semble-t-il, un moment de bascule qui est la répression envers les Gilets jaunes. Ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient. Et je réponds à ta question. Pourquoi les gens ont réélu Macron ? Parce que le peuple français, il est bon, il est crédule. Il fait ses grands débats, il dit « je vais faire le RIC », il leur promet plein de trucs. Et les gens n'avaient pas encore perçu que c'était un menteur et qu'il mentait comme un arracheur de dents. Il n'y a que les milieux politisés de gauche qui savaient exactement ce qu'était en train de faire Macron. Mais est-ce qu'on était audible dans les médias ? Non. On va faire 6 heures de grand débat. Oh, quelle performance ! Il fait même pas pipi. Donc il peut tenir 6 heures. C'est un surhomme. Hein ? Et quelque part, pourquoi il est réélu ? Parce que, sentant le danger, le Covid est passé par là. Et n'oubliez pas que le Covid, ça a été une mise au pas de la population. On se faisait, mais rappelez-vous, on était fous. Il fallait être assis au restaurant, pas debout. On se faisait nos autorisations, mais ils nous ont fait tourner en bourrique. Et si tu ne te faisais pas une autorisation, tu avais une amende. Et le peuple français est bon. Bon dans le sens noble du terme. Il obéit aux lois, aux règles. Et l'autre, il s'est engouffré là-dedans avec la force des médias. Et je dirais que ça n'a pas duré, puisque c'est en train d'exploser en vol, là. Donc pourquoi il était réélu ? Je pense pour toutes ces raisons. Ça ne marcherait plus. Je n'ai jamais vu un président de la République aussi haï que Macron aujourd'hui. Alors là, on parlait du peuple, les différents, je dirais, les différentes strates du peuple. Enfin, tu peux prendre des riches, pas trop riches,
ils n'en peuvent plus, des patrons des PME, TME, ils n'en peuvent plus, les racisés, ils n'en peuvent plus, les LGBT, ils n'en peuvent plus, les retraités, ils n'arrivent pas à manger, il y en a qui sautent un repas par jour. En fait, je veux dire, au bout d'un moment, c'est pour ça que le peuple est différent, et nous, on doit fédérer tout ça, quoi. Et donc, pourquoi Macron a été réélu? Je t'ai donné des raisons, je ne sais pas si elles t'ont convaincu, Jean-Louis, mais voilà. Moi, je pense que c'est pas anodin, et je vais mesurer là mes propos pour être très précis sur ce que je dis en tant que député. Je savais que c'était puissant, les médias, le fric, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. La maltraitance institutionnelle qui se fait, il l'a fait sur ses propres députés, nous les oppositions, qui nous maltraitent. C'est le jeu. Mais il maltraite ses propres troupes, parce qu'il n'en a rien à faire. Il est là pour servir les riches, les protéger, quitte à massacrer son peuple. Donc, mais maintenant, ça se sait tout ça. Voilà. J'ai fini. Je pense que dû à des contraintes de temps, on va s'arrêter là, même si évidemment on peut continuer la discussion autour du magnifique buffet préparé par les militants et aussi les petites séances de dédicaces. Encore une fois, n'hésitez pas à vous procurer le livre et voilà, continuer d'échanger à cette occasion. En tout cas, on vous remercie René et Elisabeth en particulier. Et puis également des questions plus pertinentes les unes que les autres. Donc voilà. Merci beaucoup.